RD Congo, l'UDPS a tenu son meeting ce dimanche à Uvira, malgré l'interdiction des autorités locales. Aussi, l'incertitude règne-t-elle sur la participation de la diaspora à la présidentielle de décembre. L'envoyé spécial de l'ONU à Madagascar a rencontré le président Eri à Antananarivo. Depuis plus de 2 semaines, la situation politique est très tendue sur la grande île. Enfin, Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi pour son 4e mandat à la présidence de la Russie. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin en présence de plusieurs personnalités. Voilà pour les titres de ce journal. Merci d'en prendre le rendez-vous. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a tenu son meeting ce dimanche à Uvira. Le parti de l'opposition a bravé l'interdiction de la réunion par les autorités locales et provinciales. Un meeting qui se tient dans un climat politique tendu alors que la participation de la diaspora à la présidentielle de décembre est de plus en plus compromise. Les détails. La situation sécuritaire dans la région ne permet pas qu'on puisse autoriser la tenue des meetings, avait ainsi justifié Claude Niamungabo, le gouverneur du Sud Kivu, joint au téléphone. Et c'est la même raison sécuritaire qui a été évoquée par l'administrateur du territoire d'Uvira dans sa correspondance adressée à Jean-Jacques Elakano, président fédéral de l'UDPS. Mais malgré ce refus et en dépit de la confiscation du podium qui devait être utilisé pour la manifestation, les militants de l'UDPS ont défié l'autorité. Le meeting a eu lieu dans l'enclos de la permanence du parti. Les éléments de la police dépêchés sur les lieux pour disperser la foule n'ont pu que constater le bon déroulement de la réunion. Élection et restitution des résolutions issues du dernier congrès de l'UDPS ont été les seuls points à l'ordre du jour de ce rassemblement. Pour Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, reconduit, la tentative d'empêcher ce meeting démontre comment le pouvoir se contredit et marche à reculons en ce qui concerne la décrispation politique convenue dans l'accord de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Autre point d'achoppement, la participation des Congolais de l'étranger au processus électoral qui pourrait être compromise selon plusieurs sources officielles. Le vote des Congolais de la diaspora pourrait être reporté, a renchéri aux responsables de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La veille, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait sollicité l'arbitrage du Parlement pour qu'une option définitive soit levée sur la participation ou non de la diaspora congolaise au scrutin du 23 décembre 2018, a révélé le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le recensement des Congolais de l'étranger est prévu du 1er juillet au 28 septembre, d'après le calendrier de la Commission électorale. Il joue le jeu de Kabila. C'est inacceptable. Nangaa tente de priver l'opposition de ce réservoir à voix de la diaspora, réputé hostile au président Kabila et son groupe, a réagi maître Peter Kazadi, proche de l'UDPS. L'envoyé spécial de l'ONU à Madagascar, Abdoulaye Bathily, a rencontré le président Eri à Antananarivo. Depuis plus de 2 semaines, la situation est très tendue sur la grande île. Des manifestations ont lieu presque chaque jour dans la capitale. L'opposition, qui dénonçait l'adoption de nouvelles lois électorales favorables au régime selon elle, demande maintenant la démission du chef de l'État malgache. Les images. Arrivé dimanche à Antananarivo, la capitale, pour aider à apaiser les tensions politiques, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Madagascar, Abdoulaye Bathily, a rencontré le président malgache. Sa mission, appuyer les discussions entre les autorités et l'opposition pour revenir à la stabilité, a-t-il expliqué, à sa sortie d'un entretien d'1 heure avec le chef de l'État. Il a annoncé vouloir rencontrer tous les acteurs malgaches en concertation avec les autres éléments de la communauté internationale, en particulier l'Union africaine et la SADC. À ses yeux, la solution est entre les mains des acteurs malgaches. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a souhaité qu'un dialogue s'amorce entre l'ensemble des acteurs pour une sortie de crise. La solution se trouve entre les mains des malgaches et la communauté internationale est là pour les appuyer. Pendant sa mission, l'envoyé spécial des Nations Unies devra toutefois faire face aux réticences de l'opposition concernant l'implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Contactés, certains députés expliquent qu'ils ne sont pas totalement fermés aux discussions à la condition que l'émissaire des Nations Unies comprenne les tenants et les aboutissants de leur démarche. D'autres indiquent qu'une médiation internationale n'est possible que si le président de la République démissionne au préalable. Car l'autre obstacle, c'est bien le refus des députés de l'opposition de dialoguer avec le régime.
Lors de la première tentative des négociations fin avril, ils avaient finalement boycotté la deuxième rencontre organisée par les représentants de la communauté internationale à Madagascar. On parle élection toujours. Le parti islamiste Ennahda, donné légèrement gagnant des premières élections municipales en Tunisie, a proclamé sa victoire. Mais l'instance en charge des élections, l'ISI, qui ne donnera ses résultats que dans les jours à venir, ne confirme pas ces chiffres. Notons que ces premières municipales libres du pays ont été marquées par une forte abstention. Reportage. La Tunisie a connu ses premières élections municipales dimanche. S'il faut encore attendre quelques jours pour connaître les partis vainqueurs de ces élections, le parti islamiste Ennahda, lui, a déjà proclamé sa victoire. هذا النجاح في حركة النهضة نعتبره كما قلت لتونس هو مهم لتونس ومهم لسمعة. Cette victoire du parti est très importante pour la Tunisie et pour la transition démocratique. On n'a pas encore les résultats finaux, mais les premiers indices montrent l'avance d'Ennahda et sa réussite. La victoire dans cette élection revient à deux grands partis, Ennahda et Nida. On considère que c'est très important pour la transition démocratique et que cela donne l'équilibre nécessaire à la démocratie. مهم للانتقال الديمقراطي. مهم بقطع النظر عن حجم كل حزب والأصوات اللي جابها في هذه الانتخابات لأنه يعطي للديمقراطية التوازن المطلوب. Ces premières municipales tunisiennes ont surtout été marquées par une forte abstention. هي نتيجة منتظرة ومتوقعة. En ce qui concerne le taux de participation générale, il est estimé à 33,7%. C'est un résultat prévu et attendu. C'est un taux de participation normal, vu la particularité des élections municipales. Elles n'ont pas de caractère politique direct, comme les élections présidentielles et législatives premièrement. Deuxièmement, elles touchent directement le citoyen. Ce faible taux de participation serait dû, à en croire les Tunisiens, aux difficultés économiques et politiques qui les démobilisent. Ce scrutin sera suivi des législatives et d'une présidentielle en 2019. En tout, 5,3 millions d'électeurs tunisiens étaient inscrits pour élire les conseillers des 350 municipalités parmi 57 000 candidats. Ces conseillers devront ensuite élire les maires d'ici mi-juin. Nouveau pic de tension en Centrafrique. Au moins 2 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans des échanges de tirs. Dimanche, c'était dans le quartier musulman du PK5 à Bangui et dans d'autres endroits situés à proximité. Ce bilan provient de sources hospitalières. Plus de précisions à travers cet élément. Plusieurs maisons d'habitation ont également été incendiées au PK5 et dans les quartiers proches de Yakité, Castors et Sarah que de nombreux habitants ont préféré fuir. Des tirs nourris à l'arme automatique d'origine encore inconnue ont été échangés pendant plusieurs heures dimanche soir selon les habitants de ces quartiers. Le calme était revenu lundi selon des journalistes de l'agence France Presse. La veille, des tirs avaient déjà été entendus opposant les forces de sécurité centrafricaines à des hommes armés venus du PK5 dans le quartier proche des Castors. En dépit de cette tension, environ 3000 personnes ont assisté lundi dans le centre de Bangui aux obsèques des victimes tuées mardi dans l'attaque d'une église de la capitale, l'église de Fatima, parmi lesquelles un prêtre, l'abbé Albert Tougoumale Baba. Le président Faustin Archange Touadéra et son premier ministre Simplice Sarandji ont assisté à la cérémonie. La tension reste vive à Bangui depuis la journée de mardi, marquée par des violences qui ont fait 24 morts et plus de 170 blessés. L'élément déclencheur de ces violences avait été l'interpellation par des forces de sécurité centrafricaines de Moussa Empereur, un élément d'une milice du PK5. L'église de Fatima avait dans la foulée été attaquée par des hommes armés venus du quartier musulman, causant la mort de plusieurs civils et de l'abbé Albert Tougoumale Baba. L'attaque de cette église a déclenché une vague de colère à Bangui et fait ressurgir le spectre des violences communautaires à grande échelle dans le pays, rappelant les années 2013-2014. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Enfin, un soulagement pour les élèves, étudiants, malades et autres usagers de l'administration béninoise. Les centrales syndicales ont ce lundi porté la voix des travailleurs. Les mouvements de débrayage démarrés en novembre 2017 au Bénin sont jusqu'à nouvel ordre suspendus. Ainsi en ont décidé les grévistes à l'issue d'assemblées générales tenues dans les 12 départements du Bénin le 4 mai. Un extrait des déclarations.
vu que les différentes assemblées générales organisées sur toute l'étendue du territoire le 4 mai 2018 ont majoritairement décidé de la suspension des différentes motions de grève en vigueur. Les centrales et confédérations syndicales encore en lutte, à savoir la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB, tiennent à faire les constats ci-après. En tout état de cause, prenant acte de la situation objective de l'état du mouvement et de la volonté de la base de se réorganiser pour la poursuite de la lutte, la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB décident de suspendre ce jour, lundi 7 mai 2018, le mouvement de grève en cours depuis novembre 2017 pour certains et janvier 2018 pour d'autres, et appelle les travailleurs à reprendre le service à compter du mardi 8 mai 2018. Ils doivent faire l'effort de rester en état de veille. En état de veille, parce que c'est une occasion que nous donnons au gouvernement du président Talon. Il doit saisir cette occasion-là pour que, pendant la calmie, qu'il convoque les négociations, qu'il discute avec les travailleurs, les représentants des travailleurs que nous sommes, pour trouver des solutions aux différentes revendications des travailleurs. Je l'annonçais en titre, Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi pour son 4e mandat à la présidence de la Russie, donc jusqu'en 2024. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin en présence des présidents des 2 chambres du Parlement russe et celui de la Cour constitutionnelle. Images et son. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. Après déjà 18 ans aux commandes, il a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence, soit jusqu'en 2024. En ce moment d'investiture, au devoir du président de la Russie, je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant tout notre peuple multinational, devant la Russie, ce pays de grandioses victoires et d'accomplissements. Je considère comme mon devoir et le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir. Je remercie de tout mon cœur les citoyens russes pour votre solidarité, avec la conviction que nous pouvons faire une différence pour le mieux. Encore une fois, je veux vous dire merci. Merci pour le soutien sincère que vous, citoyens de Russie, m'avez apporté à l'élection présidentielle. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant les députés, les sénateurs et des personnalités du monde culturel russe réunis au Kremlin. Le scrutin qu'il avait remporté en arrivant très loin devant ses adversaires avait été qualifié de transparent au maximum par la commission électorale. L'opposition et les ONG russes avaient de leur côté fait état de milliers d'irrégularités, notamment de bourrage d'urnes et d'électeurs emmenés voter par autocars entiers sous pression de leur employeur. La cérémonie d'investiture a été précédée par une série de manifestations anti-Poutine organisées samedi dans toute la Russie à l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Ces rassemblements, qui avaient été interdits par les autorités, ont souvent été dispersés violemment et ont débouché sur plus de 1500 arrestations, dont celle de Navalny, relâché peu après. Sauf réforme constitutionnelle, Vladimir Poutine ne pourra pas être à nouveau candidat en 2024, la constitution russe interdisant de briguer plus de 2 mandats consécutifs. C'est sur ces images de l'investiture du président russe que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.